Alors, il faut savoir que l'allaitement maternel est reconnu comme une intervention essentielle qui permet de réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans. C'est-à-dire que le fait d'allaiter un enfant lui procure une bonne santé. L'allaitement maternel va favoriser une croissance harmonieuse de l'enfant et va également entraîner un développement optimal de cet enfant-là. Vous comprenez donc que le seul fait seulement de ce que l'allaitement maternel réduise la mortalité des enfants de moins de 5 ans est extrêmement important, puisque la mortalité des enfants de moins de 5 ans est un problème de santé publique dans notre pays et même dans la sous-région. Donc, une intervention capitale, essentielle, comme l'allaitement maternel, qui ne coûte pas grand-chose, qui ne coûte même rien du tout, doit donc bénéficier d'une semaine qui lui est consacrée afin que les uns et les autres, c'est-à-dire les mamans, les familles, la communauté, la société, l'État, puissent, n'est-ce pas, ensemble célébrer. Il s'agit de célébrer cet acte naturel peut-être, mais qui a beaucoup de problèmes tout autour, afin de réveiller les consciences pour leur dire que l'allaitement maternel, c'est ce qu'il faut pour la santé de nos enfants. Les autres raisons sont importantes, peut-être nous en reviendrons sur vos questions, mais vraiment je voulais que les uns et les autres comprennent que c'est la réduction de la mortalité des enfants de moins de 5 ans dans notre pays qui fait en sorte qu'on dédie toute une semaine à l'allaitement maternel. Oui, une femme qui est atteinte de la COVID-19 peut effectivement allaiter son enfant pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que jusqu'à l'heure actuelle, le virus de la COVID-19 n'a pas encore été détecté dans le lait des mères infectées par la COVID-19 ou bien qui sont malades de la COVID-19. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que de par le monde, les enfants qui ont été atteints par ce virus n'ont pas développé de symptômes graves. Ils n'ont eu pour la plupart qu'une absence de symptômes, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas eu de manifestations. Et pour ceux qui ont eu une manifestation, ces manifestations c'était bénin, ce n'était pas grave, comme par exemple chez les adultes. Et la troisième raison qui est extrêmement importante, c'est que les bienfaits de l'allaitement maternel l'emportent largement sur le risque potentiel d'avoir une COVID-19 ou même la maladie associée. Vous voyez que à cause de ces trois raisons, nous recommandons aux mamans atteintes par la COVID-19 de continuer d'allaiter les enfants, mais en respectant les mesures barrières, c'est-à-dire le port du masque facial, bien sûr. En fait, il y a le masque facial médical qui est recommandé, mais si elle n'a pas ce masque facial médical, elle peut porter son masque non médical. Donc, la maman va porter le masque donc facial médical ou non médical. Elle va se laver régulièrement les mains à l'eau coulante, à l'eau propre coulante et au savon. Elle va également essuyer et nettoyer toutes les surfaces qui sont devant elle et elle va tousser éventuellement donc dans le pli de son coude. Ceci pour permettre à ce que cet enfant qui a besoin de sa mère, qui a besoin d'être en bonne santé, puisse continuer, n'est-ce pas, à allaiter et à recevoir les bienfaits liés à l'allaitement maternel. Alors, les vertus de l'allaitement maternel sont importantes. Ils sont importants, extrêmement importants. Je vais d'abord commencer par parler des vertus de l'allaitement maternel pour le nouveau-né et l'enfant. Ensuite, je parlerai des vertus de l'allaitement maternel pour la mère. Et puis, je terminerai par les vertus de l'allaitement maternel pour la nation tout entière et même pour le monde. Si je prends les vertus de l'allaitement maternel ou les avantages de l'allaitement maternel pour le nouveau-né, il faut savoir que le lait maternel, d'abord, lorsque le bébé vient de naître, il va d'abord prendre le lait de sa mère qu'on appelle le colostrum. C'est le premier lait de la maman. Parce que l'OMS recommande de mettre les bébés au sein dans la première heure qui suit sa naissance. Ceci pour que le bébé bénéficie de ce lait qui est riche
en anticorps, riche en nutriments pour aider cet enfant-là à démarrer, à bien démarrer sa vie. C'est le colostrum. Et ce lait-là, nous l'appelons même souvent le premier vaccin, qui vient même avant le vaccin du programme élargi de vaccination, qui est le BCG et polio 0 dans notre pays. Pourquoi? Parce que ce lait est riche en anticorps. Et ce sont ces anticorps-là qui vont protéger ce nouveau-né contre toutes les maladies, parce que l'environnement dans lequel il vient d'apparaître, puisqu'il était dans le ventre de sa maman, il est maintenant hors du ventre de sa maman, cet environnement n'est pas toujours sain. Et donc cet enfant, en prenant donc le lait de sa mère, le premier lait qu'on appelle le colostrum, va donc, n'est-ce pas, le protéger contre d'éventuelles maladies. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, pour les avantages de l'allaitement maternel pour le nouveau-né, c'est que le lait maternel est un aliment complet. Surtout pour la période de 0 à 6 mois. C'est un aliment total. On n'a plus besoin de donner autre chose à l'enfant. Il est lui-même, le lait maternel, totalement complet. Donc, la mère n'a pas besoin d'autre chose. Et ce lait-là va donc permettre à l'enfant de bien grandir, d'avoir un développement harmonieux, d'avoir une croissance optimale. Il y a également un avantage très important, c'est le lien affectif qui se crée entre la mère qui allaite et son bébé. Il y a cet attachement. L'enfant n'était pas là, hein? Il était dans le ventre de la maman. Maintenant, il est sorti. Il faut l'accueillir, il faut l'embrasser. C'est donc ce lien affectif-là créé par l'allaitement maternel parce que la maman porte son enfant comme ça, le bébé regarde sa mère, la mère regarde l'enfant. Ça crée donc les liens affectifs. Et vous savez que c'est très important le développement psychologique, psycho-affectif des enfants. Parce que ces enfants qui sont allaités, il y a même des études qui montrent qu'ils sont moins violents dans l'avenir. Ils sont moins violents puisqu'ils ont reçu l'amour quand ils étaient petits. Donc, à côté de cela, toujours pour le nouveau-né et l'enfant, le lait maternel prévient les allergies. Parce que, on va le voir par rapport aux substituts de lait maternel, les enfants qui ne prennent pas le lait maternel font plus d'allergies, alors que les enfants qui prennent le lait maternel ne font pas d'allergies. Et donc, vous voyez que le lait maternel va également avoir des avantages même au long cours. C'est-à-dire que les études montrent très bien que les enfants qui sont allaités, beaucoup plus tard, auront un risque réduit d'avoir l'obésité. Ils vont faire moins les maladies cardiovasculaires comme l'hypertension artérielle. Ils vont faire moins les maladies métaboliques comme le diabète de type 2. Ils vont faire moins les maladies comme l'asthme. Donc, les avantages de l'allaitement maternel pour le nouveau-né et l'enfant sont tellement nombreux qu'ils perdurent, c'est-à-dire qu'ils restent longtemps sur lui pendant toute sa vie, jusqu'à l'âge adulte, voire plus. Maintenant, si je prends pour la maman, les avantages de l'allaitement maternel pour la mère qui allaite sont nombreux parce que la mère qui allaite son enfant se soigne elle-même. Pourquoi je dis ça? Parce que les études montrent que la mère qui a allaité son enfant va avoir moins de risques de faire le cancer. Quel cancer? Le cancer du sein et le cancer des ovaires. Or, par exemple, au Cameroun, le cancer du sein est le premier cancer de la femme camerounaise. Vous voyez donc qu'il faut encourager l'allaitement maternel pour que les mamans n'aient pas trop le cancer du sein. L'autre avantage pour la mère, c'est que le fait d'allaiter va prévenir d'autres maladies comme l'ostéoporose, comme même le diabète de type 2 ou même les maladies cardiovasculaires. Et moi, j'aime à dire qu'en allaitant, moi-même, je me soigne. En allaitant, je fais la prévention des maladies. Et je dirais également que l'allaitement maternel a des avantages au niveau de l'État, au niveau de la société, au niveau de la communauté tout entière, voire même du monde entier. Pourquoi? Parce que le fait que les enfants soient en bonne santé fait en sorte que les hôpitaux ne sont pas trop sollicités et donc le coût économique qu'on devait dépenser pour acheter les médicaments, pour hospitaliser l'enfant, tout ça est réduit et l'État peut utiliser cet argent pour faire autre chose plutôt que d'avoir des enfants qui sont tout le temps malades. Donc, vous voyez que l'État gagne en faisant la promotion de l'allaitement maternel. Vous avez parlé de la semaine mondiale de l'allaitement maternel. Je voudrais quand même vous rappeler le thème de cette semaine d'allaitement maternel, cette semaine mondiale, qui est allaiter pour une planète plus saine. Pourquoi? Parce que l'allaitement maternel ne produit pas les déchets.
L'allaitement maternel respecte l'environnement. Il n'y a pas de déchets quand on allaite un enfant. Il n'y a rien, il n'y a pas de déchets. Alors que quand on donne les substituts de lait maternel à un enfant, ça produit énormément de déchets. Les boîtes seulement, il faut aller jeter les boîtes dans la poubelle, il faut aller casser le bois pour avoir le feu et préparer ce lait-là. Vous voyez que les substituts de lait maternel ne respectent pas l'environnement alors que l'allaitement maternel respecte l'environnement. C'est donc pour vous dire que quand on allaite un enfant, on a beaucoup d'avantages. Maintenant, quand on n'allaite pas un enfant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que lorsque l'on donne par exemple les substituts de lait maternel, que nous appelons encore le lait artificiel, pour que les gens comprennent ce que c'est, ces substituts de lait maternel proviennent de la vache. La vache, le lait de la vache est un lait qui n'a pas d'anticorps, alors que le lait maternel est riche en anticorps qui protègent les enfants contre les infections. Donc, le lait artificiel ou substitut de lait maternel n'est pas riche en anticorps, donc ça a trop de protéines, ce qui fait donc que les enfants qui prennent les substituts de lait maternel sont plus faibles, ils sont faibles, ils sont tout le temps malades. Et c'est eux qui vont nous faire des maladies graves comme la diarrhée, comme la pneumonie, qui sont les maladies des enfants, qui sont les causes de décès des enfants de moins de 5 ans dans notre pays et même dans toute la région sub-saharienne. Et donc, un enfant qui prend des substituts de lait maternel n'est pas protégé. Un enfant qui prend le lait maternel reçoit ces anticorps-là. Et ce sont ces anticorps-là qui vont donc le protéger contre les deux maladies dont je viens de vous citer, la diarrhée et la pneumonie. Les autres enfants qui ne prennent pas le lait maternel vont donc plus facilement faire cette diarrhée, faire cette pneumonie et en mourir pour certains, puisque la diarrhée et la pneumonie sont des causes de mortalité des enfants de moins de 5 ans. Vous voyez donc que le fait de prendre les substituts de lait maternel fait en sorte que les enfants ne sont pas solides, ils tombent beaucoup plus facilement malades et les substituts de lait maternel augmentent la mortalité des enfants de moins de 5 ans. Alors, première des choses, je commencerai par la fin de votre question, le problème de mauvaise qualité. Il n'y a pas de mauvaise qualité du lait maternel. Le lait maternel a une excellente qualité. Il n'existe nulle part dans le monde entier le lait maternel qui a une mauvaise qualité. Ça n'existe pas. Vous comprenez? Ça n'existe pas. C'est même pour cela que même en contexte de VIH, on demande aux mamans d'allaiter. Oui, même en contexte de VIH, on demande aux mamans d'allaiter parce que le lait maternel, c'est toujours bien pour l'enfant. Maintenant, en contexte de VIH, il faudra que la maman allaite sous réserve qu'elle prenne les médicaments, les ARV, et que l'enfant également, par exemple, entre 0 et 6 semaines, prenne lui aussi un ARV qui au Cameroun est la névirapine. Vous comprenez? Donc, la mauvaise qualité de lait maternel, ça n'existe pas. Il faut bien que les gens comprennent que le lait maternel est toujours bien, est toujours bon pour l'enfant. Maintenant, l'autre volet de votre question, c'est l'insuffisance du lait. L'insuffisance du lait maternel est une pathologie qui est quasi inexistante. En réalité, le problème, c'est que le lait maternel répond à la loi de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que plus l'enfant va téter, plus le lait va couler. Plus l'enfant va téter, plus le lait va couler. C'est d'ailleurs pour cela qu'une maman qui a les jumeaux, moi-même j'ai déjà suivi plusieurs mamans qui ont des jumeaux. Et cette maman a fait l'allaitement maternel exclusif de 0 à 6 mois pour des jumeaux, voire même des triplés. Pourquoi? Parce que plus les bébés tètent, plus le lait coule. Le lait ne coule pas à cause de la volonté de quelqu'un. C'est un mécanisme réflexe. C'est-à-dire qu'il y a des organes dans la tête de la maman qui écoutent. Par exemple, je prends le premier organe, c'est l'hypothalamus. Ça veut dire que quand le bébé tète le sein de la maman, d'accord, il est en train de sucer. Il y a cette succion-là. Cette succion va envoyer un influx au niveau de l'hypothalamus qui va dire, ah, tiens, il y a un bébé qui a besoin de lait là-bas au bout du sein de la maman-ci. Il faut que je demande à l'autre organe qu'on appelle l'hypophyse que, hypophyse, s'il te plaît, fais en sorte que le bébé qui est en train de sucer le sein de la maman là ait le lait. Et l'hypophyse va donc produire deux hormones qui sont la prolactine et l'ocytocine. La prolactine va produire le lait maternel et l'ocytocine va éjecter le lait maternel dans la bouche de l'enfant. C'est d'ailleurs pour cela que même une maman qui n'a pas accouché, qui n'a même jamais accouché, peut allaiter un enfant.
peut allaiter un enfant. Pourquoi? Parce qu'il y a ce mécanisme de succion. C'est donc pour dire que les mamans, plus votre enfant va téter, plus votre lait va couler. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les mamans pensent que le lait est insuffisant. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles partent prendre autre chose, elles viennent donner à l'enfant. Or, en prenant cette autre chose et donner à l'enfant, ça va faire que l'enfant sera rassasié et il va téter moins. Et c'est ce téter moins-là qui va faire en sorte que le lait ne va pas couler. Donc, plus l'enfant tète, plus le lait coule. Moins l'enfant tète, parce que tu as ajouté autre chose, moins le lait va couler. Ce qui veut donc dire que allaitons les enfants, mettons les bébés aux enfants, permettons que les bébés tètent, comme ça là, le lait va couler davantage. Okay. Alors, il faut savoir que de 0 à 6 mois, on ne doit donner que le lait maternel exclusivement à l'enfant. Pas d'eau, pas de lait artificiel, pas de bouillie, etc. Rien que de l'eau. Bien sûr, l'enfant peut prendre les médicaments, bien sûr, comme par exemple la vitamine D pour permettre la croissance de ses os, bien sûr. Mais pour ce qui est de son alimentation, de 0 à 6 mois, nous recommandons aux mamans de donner uniquement le lait maternel à l'enfant parce que ce lait est riche à tous les nutriments dont il a besoin pour cette période-là. Maintenant, à partir de 6 mois, la croissance de l'enfant devient accélérée. C'est pour cela que le lait maternel n'est plus suffisant, mais il reste essentiel. Donc, on poursuit l'allaitement maternel au-delà de 6 mois jusqu'à 2 ans, voire plus, c'est-à-dire 3 ans, 4 ans, oui, voire plus, jusqu'à 3 ans, voire 4 ans, voire même 5 ans pour ceux qui peuvent allaiter jusque-là. En commençant donc, tout en débutant à partir de 6 mois, l'alimentation de complément, c'est-à-dire donner maintenant autre chose au bébé, les bouillies riches, tout cela, tout ce qu'on va donner au bébé sera fonction de la culture dans laquelle l'enfant se trouve. S'il est dans une région où on consomme les chenilles, on va faire la bouillie et enrichir la bouillie là avec les chenilles. Vous comprenez? Mais ça, c'est à partir de 6 mois. Alors qu'avant 6 mois, ce n'est que le lait maternel seul. À partir de 6 mois, on continue, j'insiste beaucoup sur le on continue d'allaiter l'enfant jusqu'à 2 ans, voire plus, tout en débutant une bonne alimentation de compléments qui tient compte de la culture où on se trouve. Alors, pour ce qui est des rapports sexuels, il faut déjà savoir que quand on a des rapports sexuels, on peut tomber enceinte, même si on vient d'accoucher. Ça, c'est la première des choses. C'est pour cela que quand une maman qui vient d'accoucher veut, parce que je préfère dire veut, reprendre les relations sexuelles avec son partenaire, il faut qu'elle aille d'abord en consultation pour le planning familial, pour ne pas tomber de nouveau et immédiatement enceinte alors qu'elle vient d'accoucher. C'est ça qui est important, vous comprenez? Donc, la mère qui veut reprendre les rapports sexuels avec son partenaire, conseil, va d'abord à la formation sanitaire, au service de planning familial, où on va te proposer beaucoup de méthodes de contraception et la plupart des méthodes de contraception n'ont aucun inconvénient avec l'allaitement maternel. Donc, tu vas choisir avec ton partenaire ou toi-même une méthode de planification familiale ou bien une méthode de contraception pour que tu ne tombes pas enceinte. Donc, oui, reprenez les rapports sexuels avec votre partenaire, ce n'est pas interdit, mais évitez de tomber enceinte. Ne tombez pas enceinte parce qu'au Cameroun, par exemple, l'intervalle intergénésique, c'est-à-dire la période de temps entre 2 grossesses, c'est quand même que l'enfant est au moins 15 mois, voire 24 mois. Quand l'enfant a 6 mois ou 3 mois, tu es déjà enceinte. Ce n'est pas bien parce que ton corps, pendant la grossesse, s'est transformé, n'est-ce pas, pour accoucher cet enfant. À peine ton corps s'est remis, ton corps ne s'est même pas encore remis de cette transformation que déjà tu as encore une autre grossesse. Cette autre grossesse peut te tuer parce que ça peut faire en sorte que tu aies l'hémorragie au moment de l'accouchement. Et vous savez que la mortalité maternelle est un problème de santé publique dans notre pays. Et la première cause de mortalité maternelle, ce sont les hémorragies. C'est pour cela que nous disons aux femmes qui veulent reprendre les rapports sexuels avec leur partenaire, reprenez, on ne refuse pas, c'est même bien pour votre équilibre.
heureux. Mais attention, ne tombez pas enceinte. Je voudrais quand même ajouter autre chose par rapport à votre question, parce qu'on m'a déjà posé cette question plusieurs fois. C'est que est-ce que les rapports sexuels gâtent le lait? Je dis ici haut et fort que non. Les rapports sexuels ne gâtent pas le lait maternel. Tout simplement parce qu'il n'y a aucun rapport entre les rapports sexuels qui sont en bas et l'allaitement maternel qui est en haut. Le sperme va quitter comment, ou le spermato va quitter comment pour venir infecter le lait maternel. Vraiment, c'est quel... Je ne comprends même pas pourquoi les gens pensent une chose pareille. Donc vraiment qu'on dise aux populations que les rapports sexuels ne gâtent pas le lait maternel, mais par contre les rapports sexuels peuvent faire encore que la femme là qui vient d'accoucher tombe enceinte. C'est ça qu'il faut retenir, vous comprenez. Et je profite de cette histoire de lait gâté pour continuer en disant que d'autres mamans, surtout les jeunes filles, pensent que parce que je vais allaiter, mes seins vont tomber. Et elles refusent d'allaiter les enfants parce qu'elles ont peur que les seins vont tomber. Non, mais c'est faux. C'est même plutôt les mamans qui n'ont pas allaité, qui ont leurs seins qui tombent beaucoup plus vite. Les femmes qui ont allaité gardent leur port de poitrine beaucoup plus longtemps. Donc, ne prenons pas des croyances totalement fausses pour ne pas donner aux enfants les choses qui sont importantes pour qu'ils grandissent bien. Donc, les rapports sexuels ne gâtent pas le lait. Le fait qu'on a allaité l'enfant, ça ne fait pas tomber les seins. Donc, que les gens sachent que l'allaitement maternel est bien pour l'enfant, mais également même pour la mère, voire même la nation tout entière. Oui, pourquoi pas? C'est la nourriture de l'enfant, non? C'est une nourriture. Est-ce que si un père tète le lait maternel qui est sur la poitrine de sa femme, il va mourir? Non, c'est la nourriture de son enfant. Vous comprenez? Un père peut bien boire le lait en passant. Parce que ce n'est pas pour lui. Ce n'est pas pour lui. Oui, ce n'est pas pour lui. C'est pour l'enfant. Le lait maternel, c'est pour l'enfant. Le sein, c'est pour le père. Il n'a qu'à faire du sein tout ce qu'il veut. Mais le lait maternel, là, c'est pour l'enfant. En passant, peut-être si le lait est entré dans sa bouche, il boit, ça ne va rien lui faire, puisque c'est la nourriture. C'est une nourriture. Est-ce que la nourriture de l'enfant va l'empoisonner? Non. D'accord? Donc, le père peut boire le lait maternel en passant, mais il faut qu'il sache que le lait, là, qui est dans le sein de son épouse, c'est pour l'enfant. Et que ça part, là, c'est le sein. Donc, qu'ils ne confondent pas les deux. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, nous encourageons à ce que les femmes travaillent. Mais elle va travailler, elle va aussi accoucher, non? Est-ce que c'est parce que tu as travaillé que tu ne dois pas faire tes maternités? Tu vas faire tes maternités. Maintenant, nous recommandons l'allaitement maternel de 0 à 6 mois. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu vas reprendre le travail alors que l'enfant est encore petit, il n'a pas encore 6 mois. C'est pour cela que l'allaitement maternel n'est pas l'affaire seulement de la femme qui a accouché. Donc, l'allaitement maternel est l'affaire de nous tous. C'est l'affaire de l'employeur, c'est l'affaire de la mère, c'est l'affaire du père, c'est l'affaire de l'oncle, c'est l'affaire de la belle-mère, c'est l'affaire de l'État, c'est l'affaire de tout le monde. Ça ne concerne pas seulement la femme qui a accouché. Tout le monde doit encourager, soutenir l'allaitement maternel. Ceci étant dit, la femme qui sort et qui fait l'allaitement maternel peut effectivement exprimer son lait pour qu'on reste donner ce lait-là à son bébé. On appelle ça expression du lait maternel ou plus simplement tirer le lait. Maintenant, il y a deux méthodes pour tirer le lait. Il y a l'expression du lait maternel avec la main, que la grande majorité des mamans font. La plupart des mamans expriment leur lait avec la main. Maintenant, on peut aussi pour certaines utiliser le tire-lait. Maintenant, il faut aussi avoir l'argent pour pouvoir acheter le tire-lait et il faut aussi savoir qu'il faut beaucoup respecter l'hygiène pour cela. Donc, ayant donc choisi sa méthode d'expression de lait maternel, la mère, chaque fois qu'elle devra exprimer son lait parce qu'elle part au travail, il faut respecter les mesures d'hygiène, en commençant par le lavage des mains à l'eau coulante et au savon pour ne pas infecter ce lait-là. Laver les ustensiles qu'on va utiliser dans lesquels on va mettre le lait, comme par exemple les gobelets, vous comprenez. Donc la mère va exprimer son lait, mettre dans les gobelets, mettre dans les tasses. Et maintenant, ce qui est important, c'est le moyen de conservation de ce lait.
Parce que le lait doit rester de bonne qualité pour qu'on donne à l'enfant alors que la maman n'est pas à la maison. C'est pour cela qu'il faut connaître les moyens de conservation du lait maternel que nous allons rappeler ici. C'est que si une maman exprime son lait, elle met dans un gobelet, elle couvre, elle pose à un endroit à la maison, loin des animaux, loin des enfants. Ce lait-là va être conservé pendant 8 heures à température ambiante. Température ambiante, c'est tout simplement la température de l'environnement, la température qui est à la maison. Le lait-là va être conservé pendant 8 heures de temps. J'aime à dire aux mamans que si tu pars au travail à 8 heures et que tu as exprimé ton lait, par exemple, à 7 heures, jusqu'à 15 heures, on peut donner ce lait à l'enfant. Vous voyez qu'entre 7 heures et 15 heures, le bébé a le temps de bien se réveiller plusieurs fois pour téter, pour prendre ce lait. Donc, il va pouvoir téter alors que la maman n'est pas là. La mère peut aussi conserver le lait maternel dans le réfrigérateur, mais pas n'importe où. Elle ne doit pas mettre ça sur la porte du réfrigérateur. Elle doit mettre ça en bas où se trouve le freezer. Donc, pour que ce soit bien glacé. Ce lait-là, nous, à la Société camerounaise de pédiatrie, nous recommandons que ce soit conservé 24 à 48 heures. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une banque de lait maternel, c'est le frigo de la maison. Donc tout le monde vient, il ouvre, il ferme, qui vient retirer sa sauce d'arachide, qui vient prendre son pain qu'il a gardé la veille, son jus. Donc on ouvre, on ferme. C'est pour cela que ce lait qui est conservé dans le réfrigérateur, c'est 24 à 48 heures. On peut aussi garder le lait dans le congélateur. Et dans le congélateur, on va garder le lait pendant 3 mois. Maintenant, ce lait qui est dans le frigo et le congélateur, c'est glacé. On ne va pas donner ce qui est glacé à l'enfant. On va réchauffer le lait au bain-marie. Donc, on va rendre ça un peu tiède. Et on va donner à l'enfant à la tasse, à la cuillère à café, mais jamais avec le biberon. Pourquoi? Parce que le bébé a une façon de téter le sein de sa mère qui est totalement différente de la façon dont il va téter une tétine. Si vous lui donnez ça avec la tétine, ça va créer la confusion dans sa tête. Il ne saura plus comment on tète le sein et comment on prend le biberon. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas créer de confusion dans la tête de l'enfant. C'est pour cela qu'on ne va jamais mettre le lait exprimé dans le biberon et donner à l'enfant. On va toujours lui donner ça en inclinant un peu la tasse dans sa bouche ou alors en lui donnant avec la cuillère à café. Alors, en réalité, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. Ce qui se passe, c'est que lorsque l'enfant est nourri par une autre personne avec son lait maternel, ce que le personnel de santé doit toujours faire, c'est de faire les dépistages quand même de certaines maladies, notamment le test de VIH et les tests de l'hépatite virale B et accessoirement le test d'un autre type de virus qu'on appelle le cytomégalovirus. Donc, si on fait le test de VIH, c'est négatif. On fait le test de le test de l'hépatite virale B, c'est négatif. La maman là peut donner le lait à un autre enfant sans aucun problème. Et ça, nous le faisons. Parfois, nous avons les mamans qui sont décédées. Quand une maman est décédée, nous ne courons pas immédiatement à rechercher les substituts de lait maternel puisque nous savons les dangers de ces substituts de lait maternel, surtout préparés dans de mauvaises conditions. Vous savez que nous sommes quand même encore dans un pays pauvre. Ce n'est pas tout le monde qui connaît les règles d'hygiène, qui a 6 biberons, qui a de l'argent pour acheter le lait tout le temps. Les gens sont pauvres. Donc, on va donc aller chercher dans la famille une autre personne qui peut allaiter cet enfant. Et donc, la famille va s'asseoir et choisir la personne qui peut allaiter l'enfant. Quand le choix est fait, elle vient nous rencontrer. Nous faisons les tests. On veut le dépiste le VIH, on dépiste l'hépatite virale B. Si c'est négatif, l'enfant là va téter cette maman-là et il n'y aura aucun problème. Moi-même personnellement, j'ai des cas d'enfants qui ont été allaités par d'autres personnes qui sont de grands gaillards aujourd'hui et qui sont en parfaite santé.